Mon nom est Craig. J'ai été marié pendant 7 ans. Et pour être honnête, les 2 dernières années ressemblaient à une vie avec un colocataire. L'étincelle s'était éteinte il y a des années. Mais je suis resté en espérant que quelque chose pourrait revenir. Mais qu'est-ce qui a finalement mis fin à tout cela? Un simple message texte de Vegas. Voici comment tout s'est passé. J'ai rencontré Cindy quand j'étais à la fin de la vingtaine. Nous nous sommes croisés lors d'un événement de réseautage local. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais nous avons parlé un moment à cet événement et échangé des cartes de visite, et je pensais que ce serait la fin. Mais ce ne fut pas le cas. Quelques jours plus tard, elle m'a contacté. Nous avons commencé à nous envoyer des textos, puis à nous appeler, et avant longtemps, nous prenions le déjeuner pendant les pauses au travail. Nous discutions les week-ends, et nous nous retrouvions après les heures de bureau. Nous profitions du processus. Il n'a pas fallu longtemps avant que des sentiments commencent à se former. Donc, quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous n'avons pas perdu des années à essayer de comprendre. Nous n'avons pas hésité. En un temps relativement court, nous nous sommes mariés. Les premières années de mariage étaient bonnes. Nous nous amusions, nous nous soutenions mutuellement. Nous planifions l'avenir, comme des coéquipiers. Nous n'étions pas riches, mais nous étions stables. Cela ressemblait à construire une vie sur des bases solides. Mais il y avait une chose que nous voulions, pouvoir avoir des enfants. Nous avons essayé, et essayé, puis essayé encore. L'espoir suivi de déception, et chaque tentative échouée nous ébréchait d'une manière dont nous ne parlions pas à voix haute. Et au lieu de nous appuyer l'un sur l'autre, nous avons tous les deux, consciemment ou non, commencé à nous appuyer sur le travail. Cindy a commencé à prendre plus de projets. J'ai assumé plus de responsabilités. Nous étions toujours dans la même maison, mais nos têtes étaient dans des espaces différents. Mais la vérité est que nous dérivions, lentement et silencieusement, jusqu'au jour où cela ressemblait à des colocataires avec des alliances. La connexion émotionnelle, qui venait si facilement autrefois, a commencé à s'estomper. Pas d'un seul coup, mais petit à petit, année après année. La chaleur a commencé à disparaître, remplacée par la routine et l'obligation. Et même si je ne voulais pas l'admettre à l'époque, quelque chose de fondamental entre nous avait commencé à se briser. Au moment où notre mariage a atteint la marque des 7 ans, le changement était évident. Cindy était devenue une étrangère dans la maison que nous appelions tous les deux chez nous. J'ai commencé à remarquer que ses heures de travail s'allongeaient de plus en plus. Cela est devenu routinière, car elle travaillait toujours tard, toujours hors de la ville. Elle disait que c'était pour des conférences, des événements de réseautage et des retraites d'équipe. C'était toujours quelque chose lié au travail, mais je ne pouvais m'empêcher de le questionner. Je suis aussi dans le monde des entreprises. Je sais à quel point ces voyages sont rares et coûteux. Pourtant, selon Cindy, c'était constant. Malgré tout, j'ai essayé de la croire. Et plus que cela, je voulais faire quelque chose pour nous ramener ensemble. Donc, j'ai pensé que si elle ne stressait pas pour les factures ou ne se sentait pas submergée, elle aurait plus d'énergie pour se concentrer sur nous à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre en charge la plupart des responsabilités financières. J'ai commencé à financer son mode de vie directement. J'ai comblé le vide dans tous les domaines possibles. Pendant un court moment, il semblait que j'avais peut-être raison. Elle a commencé à rentrer un peu plus tôt. Elle était même plus présente physiquement. Et j'ai commencé à ressentir un peu d'espoir. Mais cet espoir n'a pas duré longtemps. Aussi vite qu'elle s'était tournée vers la maison, elle est revenue à son ancien schéma. Les nuits tardives ont repris, les voyages hors de la ville se sont accumulés à nouveau. Quand je lui ai demandé des explications, elle se mettait sur la défensive rapidement. Un soir, je lui ai demandé si nous pouvions parler, si peut-être nous avions besoin de trouver comment nous reconnecter. Elle a levé les yeux et a demandé « Quel est ton problème? Comment veux-tu que nous nous reconnections autrement ?» Je n'ai pas pu répondre. À partir de ce moment, tout entre nous a empiré. Cela ressemblait à une transaction. Nos conversations sont devenues purement logistiques. Tout ce qui était plus profond que cela était interdit. Si j'abordais les émotions ou la façon dont nous nous éloignions, elle le fermait. J'ai suggéré une soirée en amoureux une fois par semaine. Elle a dit qu'elle était trop occupée. J'ai proposé une thérapie, elle a levé les yeux au ciel. Même quand j'attendais qu'elle ait du temps, que je planifiais des choses pour les week-ends où elle disait être libre, elle disait encore qu'elle était fatiguée ou pas d'humeur. Je ne peux pas mentir. Cela faisait mal. Chaque rejet ressemblait à une autre porte qui se fermait entre nous. Puis elle a commencé à dormir dans la chambre d'amis après n'importe quel petit désaccord. Au début, j'ai essayé d'être compréhensif, mais finalement, je ne pouvais plus ignorer l'idée qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Je n'avais aucune preuve, mais j'ai assez vécu pour savoir que l'intimité ne disparaît pas comme ça. Une femme ne ferme pas chaque connexion physique et émotionnelle dans un mariage à moins qu'elle ne trouve cette connexion ailleurs. Donc, un mardi soir au hasard, Cindy me dit que son entreprise planifie une retraite de team building à Las Vegas, une semaine entière, du samedi au vendredi. Je l'ai regardé comme une semaine entière à Vegas, de tous les endroits. Cela ne me semblait pas correct. Je veux dire,
Quel genre d'entreprise ferme complètement ses opérations aussi longtemps juste pour construire l'esprit d'équipe? Je n'essayais pas de commencer une dispute, j'ai juste posé l'évident. Quel genre de retraite est-ce? Est-ce une conférence ou autre chose? À ce moment-là, toute son attitude a changé. Elle a riposté comme si je l'avais accusée de planifier un braquage de banque. Pourquoi dois-tu toujours tout gâcher? A-t-elle dit, toute défensive. Est-ce que ce que tu dis que je mens, tu penses que j'invente ça? J'ai gardé ma voix calme et j'ai juste dit, Cindy, je suis ton mari. Ce n'est pas fou que je veuille comprendre ce que tu fais et pourquoi ton entreprise pense que c'est normal de faire la fête à Vegas pendant une semaine. Mais elle n'était pas d'accord. Elle s'est enflammée à nouveau. Encore plus chauffée cette fois. C'est alors qu'elle a lâché la phrase qui m'a arrêté net. Je suis encore dans ce mariage parce que je le choisis. Mais tu me pousses, tu continues comme ça, et je le terminerai et je te prendrai tout. Je suis resté assis là en silence, regardant la femme que j'ai épousée me parler comme si elle en avait fini. C'est parti pour la retraite ce samedi-là. Je savais de son éclat précédent que la retraite était censée durer jusqu'au vendredi suivant, mais je ne la croyais toujours pas. Et alors que la maison tombait dans le silence, j'ai ressenti la paix et le calme. Pour la première fois depuis un moment, mais même alors, je n'ai pas pris sa menace de divorce au sérieux. Je pensais qu'elle évacuait juste de la vapeur avec la menace de divorce, comme elle l'avait fait lors d'arguments passés. Je ne réalisais pas à quel point j'avais tort. Donc, jeudi soir, la veille du retour de ma femme, j'étais assis sur le canapé à la maison, juste en train de me détendre après le travail. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de Cindy. Quand je l'ai ouvert, mon cerveau s'est arrêté. Il y avait une photo de Cindy debout à côté d'un gars que je n'avais jamais vu avant. Ils souriaient tous les deux devant ce qui ressemblait clairement à un tribunal ou un registre de mariage. Et juste sous cette image, son message, juste marié à mon collègue. Tu es pathétique. D'ailleurs, pour ne pas m'avoir appelé pendant toute cette retraite. Pendant quelques secondes, tout autour de moi s'est estompé. Je ne savais même pas sur quelle émotion m'arrêter, trahi, confus, dégoûté. Tout s'est écrasé d'un coup, puis j'ai répondu avec un seul mot, cool. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'en avais fini, puis j'ai pris une capture d'écran du message, au cas où elle essaierait de le nier plus tard. Et j'ai appelé la seule personne sur qui je savais pouvoir compter pour des conseils solides, mon vieux pote de fac, Ryan. Il est avocat en droit familial et l'un des esprits juridiques les plus aiguisés que je connaisse. Après lui avoir montré le message, il a juste dit « Ok, parlons ce soir ». Ne fais aucun mouvement soudain avant que nous parlions. Cet appel téléphonique a été le début de la fin pour Cindy et moi, à minuit. Je savais que j'en avais fini d'attendre qu'elle revienne à la raison et d'espérer qu'elle se réveille un jour et se souvienne soudain comment m'aimer. La première chose que j'ai faite a été de geler le compte bancaire joint lié à sa carte. Je m'en fichais si elle était coincée ou avait besoin d'argent pour faire la fête avec son mari-collègue. J'ai aussi suspendu chaque carte de crédit partagée. Si elle voulait jouer à des jeux, elle pouvait le faire avec son propre argent, pas le mien. Puis j'ai réservé un serrurier et programmé qu'il vienne le premier truc le matin pour changer les serrures de la maison. Le lendemain matin, vendredi. Elle est rentrée en avion. Je ne connaissais pas son heure d'arrivée exacte, mais j'ai appris plus tard qu'elle était déjà à l'aéroport. Apparemment. Elle a essayé de payer quelque chose avec notre carte familiale et a réalisé que rien ne fonctionnait. J'étais déjà au bureau quand elle est arrivée à la maison et a trouvé les serrures changées. Je n'étais pas à la maison, mais j'ai reçu un appel du département de police locale peu après. L'un des officiers m'a poliment demandé si je pouvais venir à la maison et ouvrir la porte parce que ma femme était dehors et disait qu'elle ne pouvait pas entrer. Quand je suis arrivé, je leur ai dit calmement. Je possède cette maison seule. Mon nom est le seul sur l'acte. Elle est partie volontairement pour une semaine. Après ce qu'elle a fait à Vegas, je ne me sentais pas en sécurité ou à l'aise de la laisser rentrer sans une conversation. Je me protège. C'est tout. Les officiers ont été étonnamment compréhensifs. Ils n'ont pas forcé l'entrée. Ils ont écouté. Ils ont regardé les documents que j'avais, montrant que j'étais le seul propriétaire de la propriété, puis ils lui ont dit que c'était une affaire civile et qu'elle devait être traitée par les tribunaux. Mais elle a pété les plombs. Elle rageait sur la pelouse comme dans une émission de télé-réalité. Elle a même commencé à dire à la police. C'était un mariage pour rire. Nous étions ivres. C'est Vegas. Je n'ai pas pris la peine d'argumenter. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit calmement aux officiers. Mon avocat sera en contact si vous avez besoin de moi. Veuillez lui demander de partir. Pour être honnête, je ne savais pas quoi ressentir en l'entendant dire que c'était une blague. D'un côté, une partie de moi voulait croire qu'elle disait la vérité. Mais la plus grande partie de moi en avait fini avec les devinettes, les humeurs passives-agressives, la manipulation, les silences froids et le constant marché sur des œufs dans ma propre maison. Sa blague ne ressemblait pas à une blague. Cela ressemblait à une gifle. Et même si elle avait été ivre, qui va se marier légalement avec quelqu'un pour rire, et puis à l'audace de se moquer de son propre mari à ce sujet. Cette semaine-là, je me suis assis avec mon avocat,
et nous avons déposé une demande de divorce pour motif de différence irréconciliable et infidélité potentielle. À ce stade, je n'avais pas besoin de preuves solides qu'elle trichait. Ses propres mots. La photo de Vegas. Et le comportement menant à cela était suffisant. J'ai aussi demandé une séparation complète des biens, bien sûr. Cindy ne l'a pas pris couché. Elle s'est trouvée un avocat presque immédiatement. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'est que nous ne bluffions pas. Mon avocat a contacté le bureau du greffier du comté de Clark au Nevada pour confirmer si ce soi-disant mariage qu'elle avait avec son collègue signifiait quelque chose légalement. Et surprise, il était là. Le nom de son collègue est Jared. Et voici où cela devient encore plus compliqué. Jared était déjà marié. Lui aussi. Marié. Donc maintenant, nous ne parlions pas juste d'un laps de jugement ivre. Nous regardions la bigamie, une infraction criminelle sérieuse. Mon avocat n'a pas perdu de temps. Il a rapporté tout au procureur de district et soumis tous les documents justificatifs. Capture d'écran. Le certificat. Et tout ce que nous avions. Cela a déclenché une enquête criminelle officielle contre Cindy. Tous les deux ont été contactés par les autorités. C'était une enquête au niveau félonie. Au tribunal de la famille, j'ai obtenu une protection financière temporaire pour conjoint. Cela signifiait qu'elle ne pouvait pas soudainement vider nos comptes restants ou saboter mes finances pendant que le divorce se déroulait. J'ai aussi obtenu l'usage complet de la maison, ce qui avait du sens. Je la possédais. En plus de cela, le juge a émis une ordonnance pour geler tous les biens communs, afin que rien ne puisse être caché ou déplacé en arrière-plan. Cela seul m'a donné l'espace pour respirer dont j'avais besoin. Puis sont venues les procédures au tribunal pénal. Cindy a été officiellement accusée de bigamie. Elle a essayé tout pour tourner l'histoire. A dit au tribunal que c'était une blague, qu'elle pensait que c'était une cérémonie fausse, qu'ils étaient ivres. Ne savait pas ce qu'ils signaient, et que ces chapelles à Vegas sont toutes pour le divertissement. Mais l'accusation avait des preuves, littéralement. Ils ont présenté le certificat de mariage légal signé. Ils ont même sorti un reçu d'hôtel montrant qu'elle et Jared avaient enregistré sous le nom de Mem et Madame. Après des mois de traîne dans le système judiciaire et beaucoup d'attentes, l'affaire de Cindy a enfin atteint une conclusion. Le tribunal n'a pas pris son explication à la légère. Le juge ne l'a pas vue comme une erreur inoffensive. Cela a été traité comme ce que c'était réellement, un second mariage illégal alors qu'elle était encore légalement liée à moi, finalement. Le verdict est tombé, coupable. Maintenant, avant que quiconque pense qu'elle a fini en combinaison orange derrière les barreaux, laissez-moi expliquer. Le tribunal a décidé de ne pas lui donner de temps de prison, probablement parce que c'était sa première infraction. Et ils ont pensé que l'humiliation publique et le désordre légal étaient une punition suffisante. Au lieu de cela, elle a été condamnée à une probation, frappée d'une amende de 10 000 $, et ordonnée de compléter un service communautaire. Ce n'était pas une sentence de prison, mais ce n'était définitivement pas une tape sur la main non plus. Ce casier judiciaire felony allait la suivre comme une ombre. Et les conséquences ne s'arrêtaient pas à la porte du tribunal. Dès que la nouvelle de sa condamnation s'est répandue, les choses ont spiralé rapidement à son travail. Son employeur ne voulait pas être associé à une felonne condamnée, surtout pas dans un environnement corporate. Les RH n'ont pas perdu de temps. Elle a été licenciée presque immédiatement. Ils ont aussi confirmé que l'entreprise n'avait jamais emmené les gens en retraite. Eh bien, cela ne m'importait plus, quant à moi. Ma partie des choses s'est conclue bien plus proprement. J'ai obtenu un divorce complet, pas de pension alimentaire, pas d'obligations financières envers elle, pas de cordes émotionnelles restantes à tirer. Le tribunal a reconnu ces actions comme une trahison, et cela a joué un rôle dans leur décision. J'ai gardé la maison, mes économies ont été protégées, et ce qui m'importait le plus, j'ai pu m'en aller sans être vidé. Donc à la fin, son petit coup à Vegas lui a coûté tout ce qu'elle pensait avoir le pouvoir sur. En regardant en arrière maintenant, je ne pense honnêtement pas que j'aurais pu demander une sortie plus propre. Après de nombreuses années, j'ai obtenu ma liberté servie sur un plateau d'argent, enveloppé dans une décision ridicule de Vegas. La vérité, c'est que le petit coup de Cindy était la meilleure chose qu'elle pouvait faire pour moi. Ce simple moment d'ego ou d'impulsion ou quoi que ce soit m'a donné le feu vert pour arrêter d'être son paillasson. Ce mariage à Vegas a ouvert la porte pour que je prenne des actions légales sans ressembler aux méchants. Cela m'a permis de protéger mes biens, de garder ma maison, et de m'en aller sans être traîné à travers des mois ou des années de jeux légaux, parfois. Je me demande encore, à quoi pensait-elle? Croyait-elle que je paniquerais et la supplierais de rentrer? Mon nom est Craig. J'ai été marié pendant 7 ans, et pour être honnête, les 2 dernières années ressemblaient à une vie avec un colocataire. L'étincelle s'était éteinte il y a des années. Mais je suis resté, en espérant que quelque chose pourrait revenir. Mais qu'est-ce qui a finalement mis fin à tout cela? Un simple message texte de Vegas. Voici comment tout s'est passé. J'ai rencontré Cindy quand j'étais à la fin de la vingtaine. Nous nous sommes croisés lors d'un événement de réseautage local.
Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais nous avons parlé un moment à cet événement et échangé des cartes de visite, et je pensais que ce serait la fin. Mais ce ne fut pas le cas. Quelques jours plus tard, elle m'a contacté. Nous avons commencé à nous envoyer des textos, puis à nous appeler, et avant longtemps, nous prenions le déjeuner pendant les pauses au travail. Nous discutions les week-ends, et nous nous retrouvions après les heures de bureau. Nous profitions du processus. Il n'a pas fallu longtemps avant que des sentiments commencent à se former. Donc, quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous n'avons pas perdu des années à essayer de comprendre. Nous n'avons pas hésité. En un temps relativement court, nous nous sommes mariés. Les premières années de mariage étaient bonnes. Nous nous amusions, nous nous soutenions mutuellement. Nous planifions l'avenir, comme des coéquipiers. Nous n'étions pas riches, mais nous étions stables. Cela ressemblait à construire une vie sur des bases solides. Mais il y avait une chose que nous voulions, pouvoir avoir des enfants. Nous avons essayé, et essayé, puis essayé encore. L'espoir suivi de déception, et chaque tentative échouée nous ébréchait d'une manière dont nous ne parlions pas à voix haute. Et au lieu de nous appuyer l'un sur l'autre, nous avons tous les deux, consciemment ou non, commencé à nous appuyer sur le travail. Cindy a commencé à prendre plus de projets. J'ai assumé plus de responsabilités. Nous étions toujours dans la même maison, mais nos têtes étaient dans des espaces différents. Mais la vérité est que nous dérivions, lentement et silencieusement, jusqu'au jour où cela ressemblait à des colocataires avec des alliances. La connexion émotionnelle, qui venait si facilement autrefois, a commencé à s'estomper. Pas d'un seul coup, mais petit à petit, année après année. La chaleur a commencé à disparaître, remplacée par la routine et l'obligation. Et même si je ne voulais pas l'admettre à l'époque, quelque chose de fondamental entre nous avait commencé à se briser. Au moment où notre mariage a atteint la marque des 7 ans, le changement était évident. Cindy était devenue une étrangère dans la maison que nous appelions tous les deux chez nous. J'ai commencé à remarquer que ses heures de travail s'allongeaient de plus en plus. Cela est devenu routinière, car elle travaillait toujours tard, toujours hors de la ville. Elle disait que c'était pour des conférences, des événements de réseautage et des retraites d'équipe. C'était toujours quelque chose lié au travail, mais je ne pouvais m'empêcher de le questionner. Je suis aussi dans le monde des entreprises. Je sais à quel point ces voyages sont rares et coûteux. Pourtant, selon Cindy, c'était constant. Malgré tout, j'ai essayé de la croire. Et plus que cela, je voulais faire quelque chose pour nous ramener ensemble. Donc, j'ai pensé que si elle ne stressait pas pour les factures ou ne se sentait pas submergée, elle aurait plus d'énergie pour se concentrer sur nous à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre en charge la plupart des responsabilités financières. J'ai commencé à financer son mode de vie directement. J'ai comblé le vide dans tous les domaines possibles. Pendant un court moment, il semblait que j'avais peut-être raison. Elle a commencé à rentrer un peu plus tôt. Elle était même plus présente physiquement. Et j'ai commencé à ressentir un peu d'espoir. Mais cet espoir n'a pas duré longtemps. Aussi vite qu'elle s'était tournée vers la maison, elle est revenue à son ancien schéma. Les nuits tardives ont repris, les voyages hors de la ville se sont accumulés à nouveau. Quand je lui ai demandé des explications, elle se mettait sur la défensive rapidement. Un soir, je lui ai demandé si nous pouvions parler, si peut-être nous avions besoin de trouver comment nous reconnecter. Elle a levé les yeux et a demandé « Quel est ton problème ? Comment veux-tu que nous nous reconnections autrement ?» Je n'ai pas pu répondre. À partir de ce moment, tout entre nous a empiré. Cela ressemblait à une transaction. Nos conversations sont devenues purement logistiques. Tout ce qui était plus profond que cela était interdit. Si j'abordais les émotions ou la façon dont nous nous éloignions, elle le fermait. J'ai suggéré une soirée en amoureux une fois par semaine. Elle a dit qu'elle était trop occupée. J'ai proposé une thérapie, elle a levé les yeux au ciel. Même quand j'attendais qu'elle ait du temps, que je planifiais des choses pour les week-ends où elle disait être libre, elle disait encore qu'elle était fatiguée ou pas d'humeur. Je ne peux pas mentir. Cela faisait mal. Chaque rejet ressemblait à une autre porte qui se fermait entre nous. Puis elle a commencé à dormir dans la chambre d'amis après n'importe quel petit désaccord. Au début, j'ai essayé d'être compréhensif, mais finalement, je ne pouvais plus ignorer l'idée qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Je n'avais aucune preuve, mais j'ai assez vécu pour savoir que l'intimité ne disparaît pas comme ça. Une femme ne ferme pas chaque connexion physique et émotionnelle dans un mariage à moins qu'elle ne trouve cette connexion ailleurs. Donc, un mardi soir au hasard, Cindy me dit que son entreprise planifie une retraite de team building à Las Vegas, une semaine entière, du samedi au vendredi. Je l'ai regardé comme une semaine entière à Vegas, de tous les endroits. Cela ne me semblait pas correct. Je veux dire, quel genre d'entreprise ferme complètement ses opérations aussi longtemps juste pour construire l'esprit d'équipe? Je n'essayais pas de commencer une dispute, j'ai juste posé l'évident. Quel genre de retraite est-ce? Est-ce une conférence ou autre chose? À ce moment-là, toute son attitude a changé. Elle a riposté comme si je l'avais accusée de planifier un braquage de banque. « Pourquoi dois-tu toujours tout gâcher ?» a-t-elle dit, toute défensive. Est-ce que ce que tu dis que je mens, tu penses que j'invente ça? J'ai gardé ma voix calme et j'ai juste dit « Cindy, je suis ton mari. »
Ce n'est pas fou que je veuille comprendre ce que tu fais et pourquoi ton entreprise pense que c'est normal de faire la fête à Vegas pendant une semaine. Mais elle n'était pas d'accord. Elle s'est enflammée à nouveau. Encore plus chauffée cette fois. C'est alors qu'elle a lâché la phrase qui m'a arrêté net. Je suis encore dans ce mariage parce que je le choisis. Mais tu me pousses, tu continues comme ça. Et je le terminerai et je te prendrai tout. Je suis resté assis là en silence, regardant la femme que j'ai épousée me parler comme si elle en avait fini. C'est parti pour la retraite ce samedi-là. Je savais de son éclat précédent que la retraite était censée durer jusqu'au vendredi suivant, mais je ne la croyais toujours pas. Et alors que la maison tombait dans le silence, j'ai ressenti la paix et le calme. Pour la première fois depuis un moment, mais même alors, je n'ai pas pris sa menace de divorce au sérieux. Je pensais qu'elle évacuait juste de la vapeur avec la menace de divorce, comme elle l'avait fait lors d'arguments passés. Je ne réalisais pas à quel point j'avais tort. Donc, jeudi soir, la veille du retour de ma femme, j'étais assis sur le canapé à la maison, juste en train de me détendre après le travail. Puis mon téléphone a vibré. C'était un message de Cindy. Quand je l'ai ouvert, mon cerveau s'est arrêté. Il y avait une photo de Cindy debout à côté d'un gars que je n'avais jamais vu avant. Ils souriaient tous les deux devant ce qui ressemblait clairement à un tribunal ou un registre de mariage. Et juste sous cette image, son message, juste marié à mon collègue. Tu es pathétique. D'ailleurs, pour ne pas m'avoir appelé pendant toute cette retraite. Pendant quelques secondes, tout autour de moi s'est estompé. Je ne savais même pas sur quelle émotion m'arrêter, trahi, confus, dégoûté. Tout s'est écrasé d'un coup, puis j'ai répondu avec un seul mot, cool. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'en avais fini, puis j'ai pris une capture d'écran du message, au cas où elle essaierait de le nier plus tard. Et j'ai appelé la seule personne sur qui je savais pouvoir compter pour des conseils solides, mon vieux pote de fac, Ryan. Il est avocat en droit familial et l'un des esprits juridiques les plus aiguisés que je connaisse. Après lui avoir montré le message, il a juste dit « Ok, parlons ce soir ». Ne fais aucun mouvement soudain avant que nous parlions. Cet appel téléphonique a été le début de la fin pour Cindy et moi, à minuit. Je savais que j'en avais fini d'attendre qu'elle revienne à la raison et d'espérer qu'elle se réveille un jour et se souvienne soudain comment m'aimer. La première chose que j'ai faite a été de geler le compte bancaire joint lié à sa carte. Je m'en fichais si elle était coincée ou avait besoin d'argent pour faire la fête avec son mari-collègue. J'ai aussi suspendu chaque carte de crédit partagée. Si elle voulait jouer à des jeux, elle pouvait le faire avec son propre argent, pas le mien. Puis j'ai réservé un serrurier et programmé qu'il vienne le premier truc le matin pour changer les serrures de la maison. Le lendemain matin, vendredi. Elle est rentrée en avion. Je ne connaissais pas son heure d'arrivée exacte, mais j'ai appris plus tard qu'elle était déjà à l'aéroport. Apparemment. Elle a essayé de payer quelque chose avec notre carte familiale et a réalisé que rien ne fonctionnait. J'étais déjà au bureau quand elle est arrivée à la maison et a trouvé les serrures changées. Je n'étais pas à la maison, mais j'ai reçu un appel du département de police local peu après. L'un des officiers m'a poliment demandé si je pouvais venir à la maison et ouvrir la porte parce que ma femme était dehors et disait qu'elle ne pouvait pas entrer. Quand je suis arrivé, je leur ai dit calmement. Je possède cette maison seule. Mon nom est le seul sur l'acte. Elle est partie volontairement pour une semaine. Après ce qu'elle a fait à Vegas, je ne me sentais pas en sécurité ou à l'aise de la laisser rentrer sans une conversation. Je me protège. C'est tout. Les officiers ont été étonnamment compréhensifs. Ils n'ont pas forcé l'entrée. Ils ont écouté. Ils ont regardé les documents que j'avais, montrant que j'étais le seul propriétaire de la propriété, puis ils lui ont dit que c'était une affaire civile et qu'elle devait être traitée par les tribunaux. Mais elle a pété les plombs. Elle rageait sur la pelouse comme dans une émission de télé-réalité. Elle a même commencé à dire à la police. C'était un mariage pour rire. Nous étions ivres. C'est Vegas. Je n'ai pas pris la peine d'argumenter. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste dit calmement aux officiers. Mon avocat sera en contact si vous avez besoin de moi. Veuillez lui demander de partir. Pour être honnête, je ne savais pas quoi ressentir en l'entendant dire que c'était une blague. D'un côté, une partie de moi voulait croire qu'elle disait la vérité. Mais la plus grande partie de moi en avait fini avec les devinettes, les humeurs passives-agressives, la manipulation, les silences froids et le constant marché sur des œufs dans ma propre maison. Sa blague ne ressemblait pas à une blague. Cela ressemblait à une gifle. Et même si elle avait été ivre, qui va se marier légalement avec quelqu'un pour rire, et puis à l'audace de se moquer de son propre mari à ce sujet. Cette semaine-là, je me suis assis avec mon avocat, et nous avons déposé une demande de divorce pour motif de différence irréconciliable et infidélité potentielle. À ce stade, je n'avais pas besoin de preuves solides qu'elle trichait. Ses propres mots, la photo de Vegas, et le comportement menant à cela étaient suffisants. J'ai aussi demandé une séparation complète des biens, bien sûr. Cindy ne l'a pas pris couché. Elle s'est trouvée un avocat presque immédiatement, mais ce qu'elle n'attendait pas, c'est que nous ne bluffions pas. Mon avocat a contacté le bureau du greffier du comté de Clark au Nevada
pour confirmer si ce soi-disant mariage qu'elle avait avec son collègue signifiait quelque chose légalement. Et surprise, il était là. Le nom de son collègue est Jared. Et voici où cela devient encore plus compliqué. Jared était déjà marié. Lui aussi. Marié. Donc maintenant, nous ne parlions pas juste d'un laps de jugement ivre. Nous regardions la bigamie, une infraction criminelle sérieuse. Mon avocat n'a pas perdu de temps. Il a rapporté tout au procureur de district et soumis tous les documents justificatifs. Capture d'écran. Le certificat. Et tout ce que nous avions. Cela a déclenché une enquête criminelle officielle contre Cindy. Tous les deux ont été contactés par les autorités. C'était une enquête au niveau félonie. Au tribunal de la famille, j'ai obtenu une protection financière temporaire pour conjoint. Cela signifiait qu'elle ne pouvait pas soudainement vider nos comptes restants ou saboter mes finances pendant que le divorce se déroulait. J'ai aussi obtenu l'usage complet de la maison, ce qui avait du sens. Je la possédais. En plus de cela, le juge a émis une ordonnance pour geler tous les biens communs, afin que rien ne puisse être caché ou déplacé en arrière-plan. Cela seul m'a donné l'espace pour respirer dont j'avais besoin. Puis sont venues les procédures au tribunal pénal. Cindy a été officiellement accusée de bigamie. Elle a essayé tout pour tourner l'histoire. A dit au tribunal que c'était une blague, qu'elle pensait que c'était une cérémonie fausse, qu'ils étaient ivres, ne savait pas ce qu'ils signaient, et que ces chapelles à Vegas sont toutes pour le divertissement. Mais l'accusation avait des preuves, littéralement. Ils ont présenté le certificat de mariage légal signé. Ils ont même sorti un reçu d'hôtel montrant qu'elle et Jared avaient enregistré sous le nom de Mem et Madame. Après des mois de traîne dans le système judiciaire et beaucoup d'attentes, l'affaire de Cindy a enfin atteint une conclusion. Le tribunal n'a pas pris son explication à la légère. Le juge ne l'a pas vue comme une erreur inoffensive. Cela a été traité comme ce que c'était réellement, un second mariage illégal alors qu'elle était encore légalement liée à moi, finalement. Le verdict est tombé, coupable. Maintenant, avant que quiconque pense qu'elle a fini en combinaison orange derrière les barreaux, laissez-moi expliquer. Le tribunal a décidé de ne pas lui donner de temps de prison, probablement parce que c'était sa première infraction. Et ils ont pensé que l'humiliation publique et le désordre légal étaient une punition suffisante. Au lieu de cela, elle a été condamnée à une probation, frappée d'une amende de 10 000 $, et ordonnée de compléter un service communautaire. Ce n'était pas une sentence de prison, mais ce n'était définitivement pas une tape sur la main non plus. Ce casier judiciaire Felony allait la suivre comme une ombre. Et les conséquences ne s'arrêtaient pas à la porte du tribunal. Dès que la nouvelle de sa condamnation s'est répandue, les choses ont spiralé rapidement à son travail. Son employeur ne voulait pas être associé à une felonne condamnée, surtout pas dans un environnement corporate. Les RH n'ont pas perdu de temps. Elle a été licenciée presque immédiatement. Ils ont aussi confirmé que l'entreprise n'avait jamais emmené les gens en retraite. Eh bien, cela ne m'importait plus, quant à moi. Ma partie des choses s'est conclue bien plus proprement. J'ai obtenu un divorce complet, pas de pension alimentaire, pas d'obligations financières envers elle. Pas de cordes émotionnelles restantes à tirer. Le tribunal a reconnu ces actions comme une trahison, et cela a joué un rôle dans leur décision. J'ai gardé la maison. Mes économies ont été protégées. Et ce qui m'importait le plus, j'ai pu m'en aller sans être vidé. Donc à la fin, son petit coup à Vegas lui a coûté tout ce qu'elle pensait avoir le pouvoir sur. En regardant en arrière maintenant, je ne pense honnêtement pas que j'aurais pu demander une sortie plus propre. Après de nombreuses années, j'ai obtenu ma liberté servie sur un plateau d'argent, enveloppé dans une décision ridicule de Vegas. La vérité, c'est que le petit coup de Cindy était la meilleure chose qu'elle pouvait faire pour moi. Ce simple moment d'ego ou d'impulsion ou quoi que ce soit m'a donné le feu vert pour arrêter d'être son paillasson. Ce mariage à Vegas a ouvert la porte pour que je prenne des actions légales sans ressembler aux méchants. Cela m'a permis de protéger mes biens, de garder ma maison, et de m'en aller sans être traîné à travers des mois ou des années de jeux légaux, parfois. Je me demande encore, à quoi pensait-elle? Croyait-elle que je paniquerais et la supplierais de rentrer, que je ramperais, pardonnerais, et essaierais de la reconquérir après une gifle publique comme ça? Honnêtement, je ne saurais jamais ce qui se passait dans sa tête, et j'ai fait la paix avec ça. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a donné une sortie et je l'ai prise. Cela ne s'améliore pas plus que ça pendant un divorce.